سيدنا مساء الخير ومرحبا بكم في عيد ميلاد الخامس ديال بيماش كوتش. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue parmi vous et je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. On vous propose 2-3 minutes pour vous, que vous échangiez avec votre voisin de droite, de gauche, celui qui est derrière, celui qui est devant. Juste laisser la journée de travail de côté et vous mettre avec nous dans l'instant présent, dans ce qui va se passer dans l'ici et maintenant. Donc encore une fois, bienvenue, comme vous l'avez vu dans nos invitations et dans le programme. Nous allons avoir une table ronde de 3 quarts d'heure sur les actualités du coaching, modérée par Sibario, auquel je cède la parole tout de suite. Ensuite, nous avons la présentation de paroles de coach. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous laisser la surprise et de la présentation et de l'ouvrage. Et puis, nous aurons la cérémonie de remise des certificats à 2 promotions de la Haute Académie marocaine de coaching, la promotion de la formation de coach et la promotion de la professionnalisation en coaching. Encore une fois, bienvenue et je cède la parole à Seyid Bayout. Merci Seriouch. Je voudrais tout d'abord remercier Seriouch et toute l'équipe de BMH Coach pour avoir organisé cette rencontre, ce débat sur un thème qui est fortement présent sur la scène et qui est d'actualité, c'est le cas de le dire. Donc cette rencontre va nous permettre un peu de débattre sur cette actualité et tout l'apport que peut amener au développement d'une profession qui est le coaching. Seriouch m'avait contacté il y a une semaine pour me proposer d'animer et de participer à cette rencontre. Moi je lui ai dit que moi je ne suis pas un spécialiste du coaching, que bon, j'ai assisté à quelques conférences, quelques débats, mais ça, je ne sais pas beaucoup de choses là-dessus. Il m'a dit, donc, avec toute la spontanéité qu'on connaît à Seriouch, tant mieux. On a besoin de quelqu'un qui n'étant pas de la profession et que peut apporter un regard externe sur les pratiques du coaching. Donc, voilà, moi j'arrive du domaine des ressources humaines. J'ai travaillé dans l'entreprise en tant que responsable des ressources humaines pendant une vingtaine d'années. Et entre la fonction ressources humaines et la profession du coaching, je crois qu'il y a, on peut dire, une certaine complicité. En tout cas, c'est des partenaires parce que la fonction ressources humaines, dans son évolution, va dans le sens du développement personnel, du développement des ressources humaines, et votre profession aussi amène ce développement dans la pratique de management. Voilà, donc avant de donner la parole à la salle et avant de rentrer dans les débats, je voudrais un peu vous présenter nos 3 éminents intervenants qui vont essayer de répondre à vos questions, vous apporter les éclairages nécessaires sur toutes les questions que vous posez sur cette profession. Alors, sérieux, je ne vais pas vous présenter, je Rani Al-Kabir. Mais je dirais quand même pour les personnes qui ne le connaissent pas, qu'il est de formation en sciences politiques et management, qu'il est fondateur associé de BMH Coach et de AMAC, et il est bien évidemment formateur et superviseur de coach. Si Abdrahim Hajji, psychologue de formation, professeur et coach professionnel et consultant formateur au management et coaching. Fondateur de 12 associations, Maroc Coaching et Atlas Coaching. Et notre invité, Christian Lestienne, il est psychologue clinicien
et responsable pédagogique de l'Académie belge de coaching du CFIP. Et bien évidemment, formateur et superviseur en coach. Donc voilà pour ce qui est de nos 3 intervenants. On m'a donné la consigne suivante, c'est que de laisser le maximum de temps à la salle. C'est ce que je vais essayer de faire. Mais quand même, permettez-moi de poser tout d'abord une première question, juste pour ouvrir le débat, qui est la suivante. Moi, partant de mon regard de gestionnaire des ressources humaines, je suis actuellement je fais du conseil en RH, partant de ça, ça fait à peu près, je dirais, une dizaine d'années, voire même une quinzaine d'années, que cette profession a émergé au Maroc. Et je voudrais un peu leur poser la question, quel bilan peut-on faire sur son développement au Maroc? Est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose qui est rentré dans les pratiques de formation? Est-ce que les entreprises sont suffisamment sensibilisées sur cette question? Ou on est encore toujours dans un phénomène de mode, Voilà, ma première question, je ne sais pas qui c'est qui veut répondre à cette première question, s'il s'agit. Alors, je dirais effectivement qu'il y a quelques années, j'ai l'impression que les demandes qui étaient formulées aux coachs étaient essentiellement faites par des gens qui savaient ce que c'était le coaching. Donc, on retrouve ça dans les entreprises avancées, structurées, bien organisées, des multinationales, des organismes internationaux, et puis aussi nos partenaires RH, c'est-à-dire les directeurs de ressources humaines qui sont à jour, qui connaissent l'intérêt de faire appel à un coach, et en nuançant la différence entre formation, qui est autre chose, qui est du renforcement en termes de compétences managériales, et puis faire appel à un facilitateur. C'est un peu la mission d'un coach, c'est faciliter, soit à une personne en individuel ou à un groupe, l'amélioration de la performance professionnelle. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un phénomène aussi de mode. Il faut être vigilant là-dessus. C'est des fois la demande est formulée juste pour imiter d'autres entreprises qui ont fait la même démarche. Mais on continue à avoir aussi, je dirais, de plus en plus des équipes de direction qui connaissent le coaching et qui savent formuler une demande bien ciblée. C'est une chose qu'auparavant, je n'observais pas. C'était souvent des demandes un peu générales. Et tout ce qui était, je dirais, coaching d'équipe était formulé sur des thématiques générales de type team building. Le team building au sens large. C'est quel type de cohésion. Maintenant, on commence à avoir des cohésions bien ciblées. On voudrait tel type de cohésion, etc. C'est ma lecture de l'évolution actuellement. Merci, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous sommes en train d'observer une démarche de professionnalisation du coaching, que ce soit au niveau de l'offre ou de la demande. Ce que tu disais tout à l'heure à Rahim, c'est les besoins qui étaient là sont en train d'évoluer en demande précise. Nous constatons cela par le fait que des administrations viennent au coaching. Il y en a même qui sont pionnières et qui sont allées dans une logique de formation de coach interne pour répondre à l'accompagnement des ressources humaines de ces administrations. Nous le voyons dans la formulation des cahiers de charges, des demandes, des consultations, et nous le voyons aussi par un phénomène extrêmement professionnel qui est une démarche particulière à ce métier-là, c'est que souvent le client va, avant d'envoyer le cahier de charge, avant de dire je veux telle et telle prestation, demande d'avoir une rencontre avec les coachs. Personnellement. Pourquoi? Parce que, in fine, qu'est-ce que le coaching? C'est une relation interpersonnelle et subjective. Nous qui sommes dans le domaine, nous savons que ça peut très bien marcher entre un coach X et un client Y et ne pas fonctionner du tout entre le même coach X et l'autre client. Et donc cette démarche de la rencontre directe avec les coachs intervenants est un signe de professionnalisation de la demande. Ça ne veut pas dire que la boucle est bouclée. Il y a, à mon sens, encore beaucoup de travail de professionnalisation, à mon sens, de l'offre en termes de formation, en termes de supervision, en termes de réflexion des coachs sur leur métier, sur leurs outils, sur leurs méthodes. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, le métier de coach au Maroc est bien installé.
qu'il est sur la bonne voie. Il y a bien entendu, comme dans tous les métiers, quelques dérapages, des consommations de coaching, comme tu as dit tout à l'heure, juste parce que le voisin a fait la chose. Ou confondre l'événementiel avec du coaching. Confondre une sortie où on va bien s'amuser, on va avoir un bon dîner, un dîner de gala, confondre cela avec de la cohésion d'équipe. Mélanger l'accompagnement et la sortie en quad, au paintball ou ça. Je ne remets pas en cause le quad et le paintball, ça peut être des activités assez honorables, mais ce n'est pas du coaching, c'est un défoulement, on s'amuse tous ensemble, tant mieux pour l'équipe. Merci, c'est Aïouch, donc sans tarder, je vais passer, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Je suis très confiant pour l'avenir. Bon, voilà, donc on va tout de suite passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des volontaires qui se proposent pour, je sais que le démarrage est toujours difficile. Vas-y, monsieur. Bonsoir. Donc, concernant votre question sur la professionnalisation du coaching en termes d'offres et de demandes, je pense que les coachs présents ont apporté une réponse suffisamment claire. Cependant, dans l'offre à la fois et la demande, il y a justement ce phénomène d'imitation, particulièrement dans le domaine des team building, comme vous l'avez dit, M. Vichy. Et donc, à partir de là, il y a toute une nébuleuse de coachs qui ne sont peut-être pas toujours certifiés et qui offrent spécialement ce genre de prestations, qui sont dans les types team building, qui travaillent en relation avec des agences événementielles et qui proposent la plupart du temps des activités de type quad, paintball, comme vous l'avez souligné. Donc par rapport à ça, donc, à part le fait que c'est une concurrence déloyale, ça décrédibilise un peu le métier auprès des entreprises qui ont déjà essayé ce type de team building. Comment vous pensez réagir à cette situation et essayer de la, non pas de vous réapproprier un certain marché, mais de rectifier le déficit d'image que les coachs non certifiés apportent à la profession par rapport. À la limite, je dirais, si ces professionnels ne font pas de dégâts sur le plan éthique, tant mieux pour eux et pour l'entreprise qui fait recours à ce genre de manifestation. C'est quand il y a des fois des dégâts où là il faut être prudent et c'est parmi les choses que nous essayons de faire, en tout cas par rapport à notre façon de former nos coachs, d'être vigilants là-dessus. Alors quel type de dégâts il peut y avoir? C'est quand les gens vont partir quelque part pour travailler sur leur cohésion, etc., il y a une formulation de problématiques qui sont soulevées dans leur vie, dans leur organisation. Et est-ce que le coach qui est au courant de ce genre de problèmes, managériaux, organisationnels, de problèmes de leadership, etc., comment il va faire avec ça, tout en sauvegardant le secret professionnel et pouvoir faciliter l'expression de ces problèmes dans ce genre de manifestation pour que le groupe puisse sortir avec un diagnostic partagé et dégager des perspectives d'amélioration. Voilà, ça c'est, je dirais, je pense qu'un coach qui a fait une formation correcte est censé être aguerri pour mener ce genre de mission sans, je dirais, beaucoup de dégâts. Voilà, c'est un peu un des aspects de la chose. Par contre, là où je dirais c'est assez délicat, c'est le coaching individuel. Parce que là, c'est du one-to-one avec la personne et il y a des préalables. Alors, on a un expert RH avec nous. Il y a différents types de démarches pour faire appel à un coach en individuel. Si c'est fait à travers l'entreprise, c'est-à-dire que vous êtes un directeur dans une entreprise et c'est l'entreprise qui vous suggère d'avoir affaire à un coach, vous faire accompagner par un coach. Donc c'est très souvent le DRH qui est derrière ce genre de proposition. Est-ce que le coach va prendre des précautions éthiques nécessaires pour vérifier d'abord est-ce qu'il y a une demande de la personne concernée et que le coach est d'abord au service de la personne elle-même. S'il n'y a pas un minimum à ce niveau-là, ce que nous appelons créer une alliance, et en même temps
sauvegarder la confidentialité de tout ce qui va être élaboré entre ce client et son coach. Parmi les précautions qui sont censées être prises, c'est que tout ce qui est parlé et dit est strictement confidentiel. Le coach n'a rien à restituer ni à la direction de ressources humaines ni à la direction générale. Ça, c'est des précautions éthiques qui vont, je dirais, permettre d'assurer le succès d'une mission de coaching en individuel. Un coach qui n'a pas connaissance de ce genre de précautions et de démarches risque de faire beaucoup de dégâts et se retrouvera dans une relation assez compliquée, à la fois avec son client direct, la personne qui l'accompagne, et en même temps avec l'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une formation correcte? Vous avez parlé de formation correcte. Qu'est-ce que c'est dans ce domaine? Alors, rapidement, une formation correcte en coaching, c'est d'abord des outils de base, tout ce qui est méthodologie d'intervention, coaching individuel, coaching en groupe, et puis outiller les participants à la connaissance de la déontologie de la Fédération internationale de coaching. En tout cas, nous, à la HAMAC, on est vigilant là-dessus. Il faut qu'un coach certifié connaisse très très bien les règles déontologiques de la fonction. C'est très important. Et même dans notre façon de procéder à la certification, on a notre code de déontologie qu'on vérifie régulièrement. Est-ce que les échanges qui ont pendant le processus de certification, ces considérations sont prises en compte? Très important. Bonsoir. Je me présente, Atal Husni, journaliste aux Échos quotidiens. Donc, vous avez parlé de comme quoi le métier de coaching au Maroc est bien installé. La journaliste demande en termes de chiffres, qu'est-ce que cela veut dire. Et par rapport aux administrations qui se mettent au coaching, est-ce qu'on peut avoir est-ce que vous pouvez nous parler en tant que professionnel du coaching d'expérience d'administration ayant eu recours au coaching, comment ça s'est passé et comment faire adhérer les autres administrations à cette démarche de coaching? Voilà, merci. Oui. Autrement dit, en tant que journaliste, vous voulez des noms et des chiffres. Bien. Alors, juste les chiffres, nous avons au sein de notre association Maroc Coaching une étude qui a été faite en 2008. Elle date. Ici, on pourra dire maintenant qu'il y a quelque chose comme à peu près 400 coachs qui ont été formés jusqu'à présent au Maroc par des écoles marocaines. Sur ces 400-là, tous ne sont pas praticiens du coaching. C'est-à-dire que tous ne se sont pas installés avec un nouveau métier. Beaucoup ont gardé leur métier de base. Beaucoup ont ajouté cette formation à leurs différentes compétences. Donc, en cabinet de coaching au Maroc, je ne sais pas, mes pairs seront là pour me corriger si je dis un chiffre qui est trop loin de la réalité. En cabinet de coaching installé, nous devons être une trentaine, une quarantaine. Mais faites attention à une chose, il ne faut pas que du coaching. Souvent, il faut faire du coaching, de l'accompagnement ressources humaines, de la formation, voire du consulting. Maintenant, pour votre question à l'administration. En fait, nous savons, nous, dans notre pratique de coach, qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre administration, entreprise privée, grande ONG, petite PME. Pourquoi? Parce que, in fine, nous nous intéressons à des hommes et des femmes en situation de relation professionnelle. Et point à la ligne. D'abord, des hommes et des femmes en situation de relation professionnelle. Va venir ensuite, bien entendu, la culture de l'entreprise, la culture de l'administration, la culture de la multinationale, de la PME, etc. Je veux bien, mais à la base, la définition canonique de nos clients, c'est des hommes et des femmes en situation de relation professionnelle. Autrement, le coach va aller avec des préjugés, des présupposés qui sont les siens. Et il va penser, s'il vient de l'administration, que les gens de l'administration sont des gens extraordinaires, qui sont meilleurs que les gens du privé, et vice et versa, et tout ça va entacher sa démarche.
quand le coach s'adresse à une personne, il la voit en tant que personne. D'abord, vient ensuite, bien entendu, sa culture, son grade, sa hiérarchie, son métier et tout ça. Mais si nous avons raté ça, nous allons rater toute la démarche. Et donc, les illustrations, ils viennent à différents niveaux, autant que toutes les autres organisations. Je ne peux malheureusement pas donner de nom, si elles-mêmes veulent l'annoncer, c'est tant mieux pour elles. Mais il y a des illustrations qui font du coaching individuel pour leur cadre, qui font du coaching d'équipe au sens professionnel du terme, on ne parle pas de l'événementiel, et il y en a même une qui a instauré un système de coach interne avec tout dans les règles de l'art. Et ça apporte encore une fois l'idée qu'il n'y a pas de prédisposition naturelle, plutôt le privé que le public, ou les grandes que les petites. Il est vrai que les entreprises les plus structurées, les filiales des multinationales, ils sont allés en premier. Petit ajout sur la formation, il y a tout ce qu'a dit, j'ai après je demanderai à Christian d'intervenir là-dessus, il y a tout ça, mais il y a autre chose. Les personnes qui sont en formation n'apprennent pas à faire du coaching. Pendant tout le cursus, ils apprennent à devenir coach. Il y a une nuance fondamentale. Faire du coaching, c'est acquérir des outils, maîtriser un certain nombre de techniques. Être coach, c'est être dans la déontologie. Être non seulement convaincu, mais fonctionner selon la règle suivante. L'intérêt du client prime le mien. Et l'appliquer, pas seulement comme déclaration au premier niveau. Et c'est là, avec ça, qu'on va définir la formation correcte. Il y a cette évolution de la personne, parce que c'est une formation qui interpelle énormément. Souvent, nous disons dans notre jargon, dans notre métier, le coach est son propre outil. Et donc cet outil doit être à point. Il doit prendre soin de cet outil-là. Il doit être conscient du mode de fonctionnement de son propre outil. Et c'est ce qui va faire la différence entre une formation correcte et une formation qui ne l'est pas. Concernant l'administration, je ne prétends pas connaître tout ce qui se fait comme demande de coaching au niveau de l'administration, mais je peux vous dire que les quelques expériences que j'ai eues auxquelles j'ai participé, c'est souvent comme je disais tout à l'heure, même pour le secteur privé, c'est des personnes averties. Et il y a des ministres qui savent ce que c'est que le coaching, qui ont fait appel à des coachs pour améliorer les problématiques de cohésion dans l'organisation, etc. Ça s'est même fait bien avant que le coaching soit formulé ici au Maroc comme coaching. Déjà en 1995, une équipe de direction, pour une problématique de vision stratégique, comment le ministère devait être au XXIe siècle, a fait appel à des facilitateurs pour les aider à accompagner. Ce n'était pas de la formation, c'était pas du conseil non plus, c'est aider un groupe à définir sa cohésion stratégique sur le futur. C'est souvent des personnes très averties qui connaissent, qui sont à jour, qui savent un peu ce qui se passe à l'extérieur, qui essaient de voir comment l'appliquer ici au Maroc. Il n'y a pas que l'administration publique, le secteur associatif aussi fait appel aussi à des coachs et aussi depuis environ 2 ans et certaines organisations politiques. Ah, c'est intéressant. Bonsoir. Alors, c'est Génial Gabib, la vice-présidente de l'association Maroc Coaching. Donc, je salue Mohsin Rahim, que je connais, et Christian, je te verrai demain. Ça le fait. En fait, j'ai une intervention et une question. Donc, l'intervention en tant que membre de l'association, c'est dire que pour toute la richesse du métier aujourd'hui, c'est que nous puissions travailler en groupe et la force de frappe pour garder cette déontologie et l'assurer pour les clients et pour le marché et pour le métier sur ce marché marocain, c'est que nous soyons tous unis et travaillant main dans la main pour éviter à ce qu'on tombe dans ce genre de situation, à ce qu'on fasse appel à des sociétés d'événementiel pour organiser tel ou tel événement.
Surtout faire parler, comme c'est pas un ordre, les coachs aujourd'hui ne suivent pas un ordre comme l'ordre des médecins ou des experts comptables, avocats et notaires, mais il a une éthique et une déontologie à faire connaître, surtout aux commanditaires. Aujourd'hui, on va dire nos principaux clients, c'est les commanditaires au sein des entreprises, et c'est à cette cible-là que je pense, à mon avis, il faudra que nous mettions une force de frappe pour bien communiquer sur la différenciation entre coaching et autres métiers. Je fais aussi mon rôle de communication d'association. Welcome à tous les coachs. Donc, la porte est ouverte pour une intégration active. En fait, on voudrait avoir des membres actifs qui militent pour le métier. Et non seulement des membres, des coachs qui veulent juste avoir le titre de membre de l'association, mais qui militent et croient vraiment dans le bon sens de l'association. Ma question, donc là j'enlève la casquette de Maroc Coaching, donc ma question en tant que coach, Mohsin Rahim, ne pensez-vous pas qu'il y a une sorte de concurrence entre les coachs déjà établis sur le marché et que chacun ait la peur pour son marché et on commence un peu à faire très attention au lieu de travailler solidairement, main dans la main, contre les prétentieux du métier. Et que c'est une observation, qu'en pensez-vous? Voilà. Merci. Alors, il ne faut pas non plus, et nous partageons souvent à la Haute Académie marocaine de coaching, surinvestir le domaine. Il est vrai que c'est un métier nouveau, il est vrai que c'est un métier fortement encadré du point de vue éthique et déontologique. Il est vrai que c'est un métier qui apporte énormément de satisfaction aussi bien aux clients qu'aux coachs. Mais à partir de là, il ne faut surtout pas le surinvestir. Je dis toujours, nous disons qu'il y a le même pourcentage d'abrutis chez les coachs que chez les avocats, les médecins, les ingénieurs et autres métiers. Et donc, nous avons sur le marché des comportements d'abrutis. On ne parle pas de bonnes choses. La démarche au niveau, de la et de l'association, c'est de revenir à ce qui est fondamental. Nous, quand nous entendons concourir, étymologiquement parlant, c'est courir ensemble. Ce n'est pas courir les uns contre les autres. Maintenant, si les gens continuent à courir les uns contre les autres, c'est des choix. C'est des choix professionnels, c'est des choix commerciaux, c'est des choix de vie, je dirais. Parce que vous savez que ce métier, on n'y vient pas de manière anodine. On n'a pas une palette de choix, qu'est-ce que je vais faire? Il y a boucher, il y a plombier, il y a coach, il y a aviateur, peut-être que coach c'est bon, à la mode, allez hop, je fais du coaching. Non, les gens ils viennent par cheminement personnel, parce qu'ils y mettent du sens, et in fine, c'est ce sens-là qui va leur donner leur direction et leur identité de coach. Ceci dit, c'est pas des dupes non plus. Ils savent comment ça se passe. Ils voient et chacun va assumer sa propre responsabilité par rapport à son identité de coach au sens qu'il met, mais il est vrai qu'il y a de la concurrence, ben voilà, elle est là. Pour changer un peu de thématique, moi l'impression que j'ai, toujours de quelqu'un de l'extérieur, c'est que le coaching de manière générale, ça s'adresse à des niveaux très élevés de la hiérarchie. Qu'en est-il des autres? Parce que l'entreprise, ça fonctionne avec tout le monde. Hein? Qu'en est-il des autres? Est-ce que c'est pas le coaching, c'est pas pour eux? Ça se passe très mal en Belgique, vous savez. Moi, je découvre le Maroc à travers le coaching, et comme j'aime beaucoup le coaching et le Maroc, je trouve que tout va très bien. Ceci étant,
J'ai envie de dire quelque chose par rapport, parce qu'on a parlé de questions finalement assez... C'est réservé à une élite en Belgique ou... Non, non. En fait, ce qui se passe en Belgique et en France, en Europe, il y a deux choses qui sont très très cristallisées par le coaching. C'est la souffrance dans le monde du travail. C'est-à-dire que depuis que la grande crise de 2008 a explosé, on a énormément de situations de burn-out, énormément de situations de stress, énormément de pathologies relationnelles professionnelles, pour reprendre l'expression de Moessine. Donc on a beaucoup de problématiques dans le monde du travail, et ces demandes sont aussi bien émises par le commanditaire que par la personne à titre privé. Pour ma part, moi je n'accompagne que les crises existentielles dans la mise à jour de l'émergence d'un sujet en quête de son projet de vie, et là ce n'est pas limité à une couche sociale, ce n'est pas limité à un rang professionnel. Et je crois que le coaching, en tant qu'accompagnement de l'émergence de cette créativité qui vise à ce que nous soyons nous-mêmes, dans un projet de vie, dans une quête personnelle, mais aussi dans une place adéquate au niveau professionnel, c'est vraiment un accompagnement qui est accessible à tous. Et je pense qu'on ne peut que très difficilement dissocier les situations de crise des demandes de coaching. Il est rarissime que quelqu'un vienne vous voir en disant « je vais tellement bien que ça m'inquiète ». C'est rare. Ça peut arriver, en quoi c'est une forme de prudence ontologique, comme quoi il faut toujours préparer le pire, mais en général c'est toujours lié à des situations de crise, et je pense que la crise interpelle le sujet en devenir, et là c'est accessible à beaucoup de gens. Voilà. Pour répondre rapidement, il me semble, je partage un peu cette idée comme quoi, effectivement, le coaching individuel, quand c'est fait par l'entreprise, la demande est formulée par l'entreprise et elle est essentiellement, je dirais, destinée aux cadres. C'est souvent la direction centrale ou les cadres supérieurs. Parce que comme c'est un investissement, et je dirais à la limite, c'est une certaine logique. Il vaut mieux démarrer par le sommet, pour que ça se décline progressivement mieux vers le milieu. Mais les formulations de coaching individuel, direct, c'est-à-dire un citoyen qui a une idée de ce que c'est que le coaching et qui vient vous solliciter, ça commence à concerner différentes parties de la population. Des militants associatifs, des personnes qui sont dans des enseignants, etc., qui viennent pour une thématique particulière, qui voudraient explorer avec un coach. Ça commence. Juste une illustration de cette idée. Actuellement, dans le cabinet, nous avons une dizaine de coachings actifs, c'est-à-dire en cours. 4 sont dans un cadre entrepreneurial et 6 sont des personnes qui sont venues par elles-mêmes. Commanditer le coaching par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Tous nos coachs. Donc il y a au départ cette idée comme quoi c'est réservé à l'élite et comme quoi c'est trop cher, mais le besoin est tel qu'on y vient. Et bien entendu, les cabinets et les coachs s'adaptent à cette demande d'accompagnement, parce qu'effectivement, il y a des urgences que nous constatons. Les gens sont de plus en plus en situation de souffrance dans les relations professionnelles, en situation de malaise professionnel. Et quand l'entreprise n'arrive pas à y répondre par les démarches internes, ben les personnes vont aller chercher par elles-mêmes la relation d'aide. Bonsoir, Daniel Tamani, médecin. Je voudrais rebondir justement par rapport à la question, à l'intervention de M. Rieuch, en parlant de coach interne. Est-ce que cette situation n'est pas préjudiciable à la liberté personnelle et ne peut pas engendrer un conflit d'intérêts? Surtout par rapport, quand vous avez parlé des cadres et des encadrants, quand on s'adresse à tout le monde et que le coach est interne, est-ce que ça ne peut pas engendrer une situation de dirigisme par rapport à ces employés d'entreprise? Merci. Merci de soulever cette question. En fait, les structures, les grandes, qui vont instaurer un système de coaching interne, vont d'abord mettre en place un tas de ce que nous appelons des protections ou des garde-fous. Il ne s'agit pas du supérieur qui va coacher son subalterne ou son collaborateur direct. Il ne s'agit pas qu'un collaborateur coach son collaborateur immédiat ou son alter ego. Les personnes qui sont chargées de cette mission sont en dehors de la direction des ressources humaines. Sinon, ça ne va pas. Ensuite,
l'affectation des coachs aux coachés va faire attention à ce qu'il n'y a pas d'interférence. Et puis, il y a d'abord au préalable une espèce de charte du coaching interne où la règle de la confidentialité, elle est là. Elle est reproduite dans la lettre de mission des coachs internes, comme quoi il n'est tenu à aucune restitution de contenu à la hiérarchie, parce qu'effectivement, ça va être dangereux dans tout pareil. Et il a cette lettre de mission interne pour que si jamais son supérieur hiérarchique vient lui intimer l'ordre de lui dire ce qui s'est passé dans une séance, monsieur ou madame, moi ma lettre de mission elle est ceci et cela. Et c'est pour cela que la mise en place du coaching interne, c'est pas une affaire de une semaine ou deux. L'administration qui a introduit ça, ça lui a pris 2 ans de mise en place. Avec tous les garde-fous. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, il ne faut pas appeler ça du coaching interne. Voilà. Merci. En fait, il y a l'analogie avec le médecin interne, le médecin de l'entreprise ou le médecin à l'extérieur. S'il y a les mêmes règles de confidentialité, etc. Tu peux avoir un coach interne, comme au lieu d'aller à un médecin extérieur, on a un médecin interne. Le coach interne a ses règles de déontologie, il sait qu'il travaille dans le cadre du coaching et donc il ne va pas utiliser des systèmes. Je vais poser cette question parce que, justement, étant en formation aussi médecin du travail, ce problème n'est pas du tout réglé. Ce problème n'est pas réglé au Maroc parce que la première ligne dans le premier code pour le médecin de travail, c'est qu'il doit être libre. Et on n'a pas du tout ça au Maroc. Il n'est pas libre. Donc, automatiquement, il y a une interaction qui est souvent préjudiciable, puisque vous avez soulevé ce problème de médecine de travail, et tous les médecins de travail souffrent beaucoup de cette problématique parce qu'il n'est pas libre. Il y a juste une différence, c'est que le médecin interne est obligatoire, ou le médecin du travail est obligatoire à partir d'un certain effectif. Et l'entreprise n'est pas obligée du tout de mettre un... Donc c'est un choix que fait l'entreprise pour mettre un coach. C'est un choix, mais en principe, c'est pas une obligation légale. Il doit être élu par le conseil d'administration. Mais dans le Maroc, cette faille, elle est encore, d'ailleurs, je crois qu'elle est sur les bureaux de tous les problèmes c'est un problème très 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 important que c'est très difficile de le régler. Ministériel, voilà. Moi, je reviens à la question peut-être de la prise en charge du coaching par les entreprises, mais c'est surtout pour les cadres intermédiaires en coaching individuel. Je pense que la question ne se situe pas surtout au niveau de la confidentialité ou bien de l'aspect éthique, parce que ça on ne discute pas, c'est fondamental pour la pratique du métier, mais la problématique c'est le retour sur investissement de cet achat, entre parenthèses, du coaching. Parce qu'un dirigeant, quand il propose un coaching pour son cadre, l'objectif est clair, c'est pour améliorer, entre parenthèses, sa performance professionnelle, ou bien parce qu'il a un problème relationnel au sein d'une équipe, ou bien même avec ses collègues. Et le coaching, il a un objectif précis, professionnel pour l'entreprise. C'est comme le cas de la fameuse question de l'évaluation d'impact pour la formation. On achète toutes les formations du monde, mais on a peur de faire cette évaluation sur le terrain parce qu'on ne sait pas quel est l'apport concret d'une telle formation sur le terrain. Le coaching dans le monde des entreprises, c'est la même chose. Quand on parle d'un dirigeant, et là je rejoins parfaitement l'idée de M. Haji, c'est vrai quand on parle de coaching dans les entreprises, surtout bien organisées aujourd'hui, ça touche toujours l'élite, c'est les cadres dirigeants. Mais pour rassurer, je dis bien rassurer les entreprises dans ce sens, je crois qu'il doit y avoir un deal à faire, d'accord pour l'éthique, je l'applaudis, je suis un métier, il n'y a aucun problème, mais comment rassurer ce dirigeant quant à l'apport et quant au partage, entre parenthèses, de l'impact de ce coaching par rapport à l'entreprise et non pas seulement par rapport à la personne concernée. Sachant qu'il y a toujours le risque que la personne concernée puisse quitter l'entreprise.
Et à la fin, on se dit, tiens, il faut, c'est la vérité, ça se passe aussi. Il faut dire, c'est un investissement et finalement, la personne, elle va bien. Comme l'a dit Christian, quand on va bien, on ne se demande pas pourquoi. Mais quand elle va bien, elle peut aussi quitter l'entreprise. Je pense que c'est juste où placer le curseur, dans ce sens. Toujours en respectant l'éthique et la confidentialité du métier. Peut-être une dernière intervention. Il y a 2 interventions. Il y a madame aussi qui demande la parole tout à l'heure. Décidément, les gens n'aiment pas respecter la communauté qui interviennent. Bien. Alors, Amalie Tissette, je suis professeur universitaire. Moi, j'ai des questions très pragmatiques. Ma première question, je reviens parce qu'il y avait une discussion sur l'aspect technique du coaching. Est-ce qu'il y a comment dire, pour la formation initiale, est-ce qu'il y a un prérequis? Parce que bon, ça revient un petit peu à pas mal de questions, les abrutis et les non-abrutis, etc. Bon. Voilà, donc il y a cette notion de prérequis. Et de deux, alors là c'est-à-dire par rapport au coaching d'entreprise, est-ce que le coach aussi a un rôle d'évaluateur? Est-ce qu'il évalue par la suite, à plus ou moins pour long ou moyen terme, son action de coaching par rapport à... Je ne sais pas comment l'évaluer, parce que c'est vrai que c'est assez subjectif, mais est-ce qu'il y a une évaluation? Voilà, merci. Bonsoir, Zaha Hamiddine, coach et passionné du coaching. J'apporte un élément de réponse au débat qui a été suscité tout à l'heure par l'éthique et la déontologie. Et je veux partager avec vous une information pratique très importante pour le métier, pour le devenir du métier. C'est qu'en juillet de l'année dernière, ICF, l'Association internationale du coaching, et l'Association européenne du mentoring et du coaching ont proposé un code déontologique à l'Union européenne. Et ce code qui a été déposé en juillet, et la réponse a été donnée le 11 novembre dernier, et qui reconnaît maintenant le coaching comme étant un métier à part, doté d'un code d'organisation. Ce code a été inspiré du code européen, ce qui fait que ça lui permet de figurer dans la base de l'Union européenne, de toutes les lois qui régissent les métiers au sein de l'Union européenne. Ce qui est bien dans ce code, c'est qu'à la fois, il organise, il donne les principales exigences pour la pratique du coaching, les principales exigences pour les organisations qui représentent le coaching, et il informe aussi le coaché sur ses droits et obligations. Et parmi les nouveautés ou les apports de ce code, qui est maintenant validé, entériné et en cours au niveau de l'Union européenne, c'est qu'il prévoit aussi des sanctions contre les coachs qui pratiquent et qui ne respectent pas ce code déontologique. On ne peut qu'espérer qu'au Maroc, grâce à Maroc Coaching, on puisse benchmarker ce code pour qu'on puisse aussi organiser et doter le métier d'un code l'organisant de la manière. Et merci. Peut-être une dernière intervention. Bonsoir, moi c'est Aslam Sqali, moi je travaille dans le médicament. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une différence entre le coaching, enfin quelle différence est-il entre le coaching et le mentoring? On appelle ça le mentoring. Quelle différence particulière y a-t-il entre le coaching et le mentoring? Et me confirmez-vous aussi que les deux excluent forcément la notion de hiérarchie? Je ne peux pas être directeur de quelqu'un ou responsable de quelqu'un, le coacher ou être son mentor. Et donc voilà, c'est les deux questions qui se rejoignent. Et le commentaire que j'avais, j'en profite pour le faire maintenant, parce que je ne pense pas que j'aurai le micro ensuite. Il me semble que cette soirée est là avec cette conférence, on va dire, pour une remise de diplôme, mais aussi pour fêter les 5 ans de BMH. Donc j'en profite pour simplement, pendant que j'ai le micro, pour souhaiter un joyeux anniversaire à BMH Coach. Voilà.
Bonsoir, Isabelle Bolhens, je suis journaliste pour le magazine Essor. Je vais vous faire peut-être un lien qui va vous paraître bizarre, mais le coaching aujourd'hui, ça me rappelle plus ou moins la fameuse niche qu'ont eu les psychothérapeutes par rapport aux thérapeutes. C'est-à-dire qu'il y a une niche aujourd'hui à exploiter, parce que comme vous parlez de burn-out, ça touche énormément le Maroc, les gens sont de plus en plus stressés par le boulot, ils en tombent malades. Moi je fais beaucoup d'articles sur le coaching, donc j'ai vu des coachs qui étaient très bien, d'autres qui étaient beaucoup moins, on va dire. Donc aujourd'hui, comment contrer ça? Parce que monsieur a dit que s'il n'y a pas de dégâts, c'est pas bien grave. Le premier dégât est déjà matériel pour l'entreprise. Le deuxième, c'est une décrédibilisation totale de votre métier. Donc aujourd'hui, il va falloir trouver une solution parce que de par mon travail, et aujourd'hui d'ailleurs, et madame d'ailleurs Zahandine, que je connais très bien et qui est vraiment, qui prêche la bonne parole, elle aussi, il va falloir, je pense, trouver une solution. Sinon, comme aujourd'hui en Europe, les psychothérapeutes, il y a un ordre, il y a des choses qui sont vraiment convenues. Sinon, je pense que c'est quelque part la mise à mort du coaching. Et franchement, c'est pas ce qu'on souhaite. Je vais réagir. Je pense qu'aujourd'hui, les questions de déontologie, d'éthique, d'organisation de la profession, avec des fédérations internationales diverses qu'on peut aussi critiquer éventuellement. Je pense que ces questions-là, aujourd'hui, ne sont pas d'actualité brûlante, en ce sens que c'est très bien structuré, exactement comme les fédérations de psychologues internationales, etc. Ce n'est pas la question la plus importante. La question la plus importante, c'est vraiment de saisir ce que signifie cette lame de fond du coaching aujourd'hui. Là, je vous rejoins, effectivement, on peut parler de niche, on peut parler d'émergence un peu sauvage de métier. Je pense que la vraie question, c'est la question du sens, à savoir que nous sommes dans une crise assez majeure de valeurs, d'organisation du monde du travail, avec énormément de carences dans la culture de l'organisation, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de problèmes. Ces problèmes ne doivent pas, quand on recourt au coaching, masquer les véritables failles dans le monde du management, de la formation, des ingénieurs, etc. Donc il ne faut surtout pas se leurrer, mais je crois surtout que la question du coaching, c'est la question du sens. Et en cela, tout coaching est existentiel. Qu'on le commandite ou pas, qu'il vienne d'un chef d'entreprise ou pas, qu'il soit interne ou externe, c'est la question du sens, c'est la question d'être dans son axe, c'est la question d'être à sa place dans le monde du travail, de développer des compétences, une sérénité, n'ayons pas peur des mots. Performer, ce n'est pas être plus rentable, c'est avoir une esthétique de l'action qui soit dans le respect de l'autre, c'est avoir une élégance de l'être qui permette justement de faire quelque chose de beau de sa vie, y compris professionnelle. Et là, si on remet très haut les idéaux du coaching, je pense qu'à ce moment-là, il va y avoir forcément une épuration, entre guillemets, dans le bon sens du terme, de la profession. Il faut savoir qu'il y a une lame de fond et puis il y a l'écume. C'est un peu comme dans les magazines, il y a à la fois une lame de fond des questions psychologiques et puis il y a une écume à travers toute une série de techniques diverses, de tests, etc. Et je pense que l'écume, en fait, ne fait que masquer la lame de fond, qui est une quête de sens créateur, de recherche de la liberté, de l'autonomie. Et là, à ce moment-là, le coaching est vraiment un métier de la subversion, un métier de l'émancipation, un métier de l'élévation de la personne, et rejoint en un sens les idéaux socratiques. Maintenant, pour répondre à monsieur concernant le mentorat, on va dire ça comme ça, le mentorat est une véritable profession aux États-Unis et au Canada, mais il est très différent du coaching en ce sens qu'il s'agit d'un métier de la transmission au long cours au sein d'une organisation ou à titre personnel, et qu'il y a certaines compétences qu'on va retrouver dans le coaching, mais les compétences du mentorat en tant que métier sont essentiellement liées à une transmission au long cours d'aînés à plus jeunes. Il ne s'agit en aucun cas d'un accompagnement ponctuel qui vise l'émergence de la créativité, comme c'est le cas du coaching. Donc c'est deux métiers radicalement différents. On ne s'attardera pas bien sûr non plus sur les grandes différences qu'il y a entre la relation d'aide, le counseling, tenir conseil, la thérapie et le coaching. Je vous conseille à ce propos-là les travaux de Myla Paul, de Jean-Pierre Boutinet en France. En France, il y a une véritable recherche sur ce que sont ces métiers de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est une véritable nébuleuse comportant de nombreux métiers. Et je dirais que
on va aussi distinguer le métier de coach, dont on a beaucoup parlé ce soir, et puis la posture du coach, qui est une posture maïeutique, visant, dans une écoute attentive et sans attente, à faire émerger par de bonnes questions le potentiel de l'être au service de sa liberté, de sa créativité. Et ça a lieu partout, y compris dans les administrations. Je parle pour l'Europe. Hein. Bon. Je crois qu'il y a on peut formuler la problématique quand elle vient au niveau de la demande, hein, pour la question du curseur. Voilà. C'est la demande qui est formulée, si elle correspond à une capacité, je dirais, de mobilisation, d'abord chez le client, il a envie de travailler là-dessus, et puis le coach qui va l'accompagner, il va lui faciliter un espace pour qu'il puisse explorer son potentiel, comment les choses sont posées à ce moment-là. Et c'est là où la question de l'évaluation va se poser. C'est-à-dire, il y a une évaluation en amont sur la demande, comment, c'est une thématique de diagnostic. Et puis, au fur et à mesure des séances, est-ce que les choses avancent? Et alors attention, parce que parfois, dans des séances, ça peut être dans la difficulté, et ça peut être un signe de maturation. Mais in fine, si au processus, à la fin, le client n'a pas atteint son objectif, formulé initialement, c'est aussi un échec en partie du coach. Comment il a accompagné? C'est une question que le coach se posera du début jusqu'à la fin. Toujours en veille. Est-ce que j'accueille l'important de ce qui est formulé? Est-ce que j'arrive, comme disait Christian, faire la maïeutique, poser les bonnes questions pour que la personne puisse progressivement trouver elle-même les réponses qui peuvent lui convenir? Maintenant, quand ça se passe dans l'entreprise, l'environnement de la personne qui est accompagnée constate des changements. Et il peut arriver que quand c'est un accompagnement qui est réparti pendant quelques mois, que dans certaines situations, dans certaines séances, le coaché formule des thématiques fortes avec l'idée de quitter l'entreprise. Alors que c'est l'entreprise qui finance le coaching. Et la question va se poser par rapport au coach. Est-ce qu'il est au service de l'entreprise ou est-ce qu'il est au service du client? Et là, c'est que si le coach ne clarifie pas cette problématique directement avec son client, parce qu'on le sait, quand on explore à un niveau de profondeur avec le client, à un moment donné, même la personne, le cadre, par exemple, de l'entreprise, il prend une distance, il constate des choses autour de lui qui limite, qui n'aide pas à épanouir, et à un moment donné, il peut se sentir dans une fausse assurance et décider de quitter la structure. Et là où je dirais la doigté du coach, c'est dire attention, il est préférable de prendre le temps de réfléchir tranquillement à votre décision. Moi, comme je suis payé par votre entreprise, je ne peux pas vous accompagner là-dessus. Sinon, je suis en train de vous aider à quitter l'entreprise, alors que c'est l'entreprise. Je suis censé quand même respecter ma mission vis-à-vis de l'entreprise. Ceci dit, vous devez réfléchir à votre... et la technique, c'est de laisser reporter à la prochaine séance pour que la personne puisse un peu prendre sa décision. Si elle décide... personnellement, le processus ne s'est pas passé comme ça, je l'ai vécu 2 fois. Mais si, imaginons la personne elle décide de quitter, automatiquement le coach ne peut pas continuer sa mission. Voilà. Et ça, c'est un aspect qui peut être formulé. Par rapport au mentoring, ce que disait Christian, c'est qu'effectivement, le mentoring, c'est une autre mission, c'est une autre fonction. C'est une sorte de modélisation. C'est souvent des seniors, des anciens de l'entreprise qui connaissent la culture, qui connaissent un certain niveau de maturité sur le plan à la fois spécialité, expertise et en management. Et l'entreprise met en place un dispositif pour les nouvelles recrues d'avoir un mentor qui les accompagne. L'effet positif de la démarche, c'est que ça crée chez la hiérarchie intermédiaire, sachant que leurs collaborateurs ont des mentors, donc avec les seniors, ça pousse aussi l'encadrement intermédiaire, les responsables hiérarchiques qui mettent des collaborateurs qui sont mentorisés à tenir compte de et à notre espace en dehors de la hiérarchie, où le collaborateur puisse exprimer éventuellement des difficultés qu'il rencontre dans son activité. C'est aussi différent par rapport au tutoring. Hein, c'est un autre système. Le coach à ce niveau-là, c'est autre chose. Je dirais, moi, plus faciliter la chose, c'est quelqu'un qui facilite, qui aide son client à faire le point sur une problématique, repérer un peu là où ça marche, qu'est-ce qui ne marche pas, l'aider à réfléchir un peu comment trouver des solutions
pour que ça marche et à explorer différentes options possibles. Mais ça reste toujours la décision du client qui doit la formuler. C'est vrai que si c'est un coach interne, donc il est payé par l'entreprise, mais en même temps il est salarié de l'entreprise, la possibilité pour qu'un coaché, un client interne qu'il va voir, n'aura pas la même aisance à extérioriser toutes ses réflexions, alors que s'il a affaire à un coach qui est externe. Voilà. J'avais envie de réagir à la question des prérequis que Madame a posée, on n'y a pas répondu. Beaucoup de gens, vu la lame de fond que j'évoquais tout à l'heure, se sentent appelés à devenir coach. C'est un passage délicat dont il faut se désidentifier radicalement. C'est comme tout thérapisant se sent à un moment appelé à devenir thérapeute. C'est un phénomène de contagion bien connu. Moi, je dirais que les gens qui ont un véritable désir de devenir coach, parce qu'ils ont envie de participer à cette facilitation, cette psychanalyse de l'émergence du sens, de la créativité, qu'ils se donnent des prérequis fondamentaux. L'écoute, faire des stages d'écoute, apprendre à écouter, apprendre à poser un cadre et mener des entretiens psychologiques au sens large du terme, avoir une vaste culture psychologique et épistémologique, philosophique aussi. Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens s'improvisent coach ou même sont facilités par certaines formations à travers le prisme d'un outil. C'est la rabotisation, la marteauification. Quand le coach devient prisonnier d'un outil, c'est sa pensée qui est inféodée. Donc une culture épistémologique, historique, philosophique, qu'on relise Socrate, parce qu'après tout la maïotique c'est lui, et faire des formations sérieuses. Alors là, moi j'ai toute confiance aujourd'hui, vu la concurrence dans les écoles de coaching qui s'égalisent. Moi je pars d'un principe, en Europe en tout cas, et je crois ici aussi, c'est que les écoles globalement sont valables parce qu'elles ont une exigence éthique que personne ne met en doute. Le tout est d'avoir cette pensée complexe et interdisciplinaire avec des professeurs, avec des gens qui ont toute la compétence pour le faire. Mais c'est surtout aux gens de se donner une exigence critique et éthique parce que le cœur du coaching, c'est l'éthique. Vous ne rencontrerez jamais une situation d'accompagnement au sens large qui ne mette pas en question une question d'éthique à titre individuel ou organisationnel. Et à ce moment-là, c'est aux formations aussi que de vérifier l'épaisseur philosophique des gens qui veulent être coach, quitte à parfois les dissuader. Moi je sais qu'à Bruxelles, on ne forme que des pros d'accompagnement, et je les vois une ou deux fois avant, je les dissuade autant que faire se peut. Et parfois ils arrivent, et finalement ça marche quand même, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir coach, mais ça doit être avant tout une exigence critique. Je ne m'attarderai pas bien sûr sur la question de la supervision qui accompagne le processus de formation et la professionnalisation de la démarche, mais c'est un métier de haute exigence qui, en aucun cas, n'est une sorte d'entourloupe avec la réalité de la souffrance humaine. Donc là, ça fait partie des métiers de la psychologie et de l'élévation de la personne. Merci. Nous arrivons au terme de notre table ronde. Je voudrais, en fin de parcours, remercier nos trois intervenants pour les éclairages qu'ils ont apportés sur les questions posées. Je voudrais aussi remercier la salle pour sa participation et aussi les réflexions pertinentes qui ont été faites autour de la problématique du coaching. Et je voudrais aussi, en fin de parcours, souhaiter un joyeux anniversaire à PH Coaching. Et voilà. Alors, la suite du programme, et après je te passerai la parole, la suite du programme c'est que Seyyouch va nous présenter un ouvrage, c'est toujours un événement important. Cet ouvrage aussi, il va certainement apporter plus de réflexion à ce qui a été dit. Mais si tu permets, sérieux, je voudrais un peu... j'ai lu tout à fait au départ une définition du coaching que j'ai trouvé extraordinaire. Je ne sais pas si... Alors, l'ouvrage dit « Le coaching consiste à aménager pour le client un espace de dialogue avec lui-même en la présence d'un coach professionnel, accompagnateur, lucide, pour se connecter à soi, afin d'optimiser son potentiel personnel et professionnel. » Une bonne définition du coaching. Merci Seyyouch. Et donc je vais lui donner la parole pour qu'il nous présente l'ouvrage. Merci. Merci Sibaï. Et merci au micro d'avoir voulu marcher. Bien.
l'un de nos rêves, depuis bien avant la création de la Haute Académie marocaine de coaching, quand nous étions en formation, quand nous discutions tout ça, c'est que les coachs du Maroc ne fassent pas, avec ce métier qui est nouveau, qui interpelle, ne fassent pas œuvre de copier-coller. Copier ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, le coller et la régler ici. À quoi ça aurait servi? Nous aurions été de piètres coachs. Et notre rêve, c'était de nous approprier le métier, de le passer dans nos moulins à tous. On a le même poids de cervelle à travers le monde entier. On n'est pas plus démunis ni moins démunis que d'autres, et que nous puissions, après nous être approprié le métier, pouvoir produire dans ce métier-là et pouvoir partager notre production. Et là, ce rêve se réalise. La première publication autour du coaching au Maroc, ça s'appelle Parole de coach, et c'est le recueil 2012. Nous avons prévu chacun une copie à la sortie. Nous ne voulions pas que vous ayez le nez dedans pendant que nous parlions. Il y aura un échange, vous verrez comment ça se passera tout à l'heure. C'est un ensemble d'articles des partenaires de la HAMAC au sens large. Nos partenaires marocains, nos partenaires français, nos partenaires belges, les lauréats de la HAMAC. Il y a dedans, pour ceux qui connaissent, les cahiers de la HAMAC, une publication mensuelle depuis 2011. Chaque mois, il y a un petit article condensé qui va vers un ensemble de personnes. Il y a des interviews, il y a cette définition qui nous a coûté 3-4 ans de travail, de vérification, de mise en œuvre, le temps que nous prenions conscience que, in fine, ce que nous sommes, c'est de vulgaires aménageurs d'espace, et au coach de s'approprier cet espace et d'en faire un espace personnel. Il y a des interviews, il y a plein de choses. Nous sommes très fiers de cela parce que nous ne sommes plus à la phase copier-coller, nous sommes à la phase production et interaction. Ce n'est pas production contre les autres, bien au contraire. C'est coproduction avec les autres, les coachs du monde entier. Et les Marocains ont, tout autant que Algériens, Tunisiens, Botswanais, Suisses ou Moldaves, la capacité de produire leurs propres concepts, leurs propres idées. Et donc voilà, je voulais vous présenter cela et il sera à votre disposition à la sortie. Maintenant, nous passons à la cérémonie de remise des certificats aux 2 promotions de lauréats de la HAMAC. Nous avons une formation en 2 cycles, un premier cycle et un deuxième cycle. L'année dernière, notre premier cycle a reçu ces certificats. Cette année-ci, ce sont 2 promotions. Donc, le deuxième cycle, Christian Lestienne. Et moi, je m'en vais vous remettre les certificats parce qu'on a mis des petits numéros pour me tromper là-dessus. Elle va remettre le certificat en fait à Abdelaziz Afkan. J'invite Maha à lui poser une question, comme elle le sent. Pourquoi moi? Tous mes remerciements. Je ne dirai pas les noms, je dirai tout le groupe. Et cette fois-ci, c'est moi qui lui pose la question. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec le groupe en ce moment-là? Ce que j'ai à partager avec le groupe, c'est des moments de joie, beaucoup de partage, et donc du partage dans la bienveillance, et du partage aussi d'une grande réussite, la réussite de tout un cheminement, un parcours édifiant. Merci. Vous remettons Lotfi Alami. En fait, je voudrais remercier mon cher ami et collègue Saad Ahmed Asrid, parce que bon, pour moi c'est en fait un double plaisir. D'abord, c'est de pouvoir lui remettre ces certificats que je considère énormément en tant qu'ami. Mais deuxièmement, je voudrais exprimer également
ma fierté de compter si Astrid Abdelrahman comme un coach interne au sein de notre département et en ma qualité donc, de responsable de formation au département des eaux et forêts. Voilà. Juste que vous sachiez que les lauréats ont choisi chacun la personne qu'elles ont voulu qu'elles lui remettent le certificat. C'est leur libre arbitre. Et cette fois-ci, c'est M. Mohamed Benzien qui a souhaité que ce soit son fils, Soufiane. Donc, Soufiane. Et donc, j'invite son papa, si Mohamed Benzien. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'avoir ce diplôme? J'ai choisi que mon fils va me remettre le diplôme pour une simple raison, parce que je voulais lui faire comprendre qu'on ne cesse pas d'apprendre. J'ai assisté à ses résultats et j'étais fier de lui et je voulais partager ce moment de bonheur avec lui. Que lui, il me remet le moment. Voilà. Je nous avons passé une très bonne année où on s'était vu un peu tous, pas se transformer, mais évoluer d'une nature à une autre, avec un autre esprit, avec une autre vision de la vie, sans rester un peu dans le carcan administratif et surtout les jugements. On a appris à ne pas aller vers le jugement, à faire avoir de l'écoute active et être dans la bienveillance. Et surtout être authentique dans la vie. Et merci. Félicitations. Maintenant, j'appelle Jad Karbachi à me rejoindre. C'est un remettant. Et c'est pour remettre à Amel Chif Houet, sa maman. Petit mot, enfin une question. Enfin, je demanderais juste si le coaching ne pouvait ne pas dépasser le cadre du travail. Tu as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi, je remercie la MAC, je remercie le coaching, je remercie le groupe, parce que je crois que c'est grâce à cette belle aventure, à ce voyage en moi-même, à cette belle aventure humaine, j'ai pu reprendre contact et j'ai pu apprendre à communiquer avec mon fils. Merci. Alors j'invite cette fois-ci une coach qui va remettre le prix à Sofia Tani Wachi et c'est Madame Fatem Zahra Benhaber. Bonjour Sophia, je te remercie beaucoup. Merci. Merci. Alors moi, je remercie beaucoup mes formateurs, tous. Le groupe en lui-même avec lequel on a beaucoup évolué. Et Fatem Zahra beaucoup parce que c'est grâce à elle que je suis un coach. Voilà. Alors cette fois-ci c'est une personne qui va remettre le prix, mais qui vient d'avoir son prix il y a quelques instants, c'est M. Mohamed Zien qui va le remettre à Habiba Tassouli. C'est toujours difficile de remettre le diplôme à un STG, moi, STG. On avait le même caractère.
dans le groupe, on était tout le temps sur le front, et donc je la remercie d'avoir me fait ce plaisir de lui remettre son diplôme. Alors tout l'honneur est pour moi d'avoir reçu ce diplôme entre les mains de mon confrère, on va dire, et ESTJ, parce que c'est vrai qu'on a partagé pas mal de choses durant l'année de coaching. On était sur la même longueur d'onde, mais c'est vrai que les caractères se sont retrouvés. Alors moi, je voudrais remercier la HAMAC pour ce beau voyage. J'ai fait une année de voyage. Je voyage beaucoup de par mon travail, mais je ne suis jamais partie une année. Et avec BMH Coach, je suis partie une année de voyage, un voyage avec moi-même, un voyage dans le développement personnel. Ce que j'ai retenu de ce voyage, beaucoup de choses. D'abord l'écoute, la bienveillance, et puis j'ai retenu aussi le non-jugement. Alors vous allez me dire, c'est des trucs bateaux de coaching. Oui, tout le monde dit écoute, bienveillance, etc. Ça veut dire qu'on a fait quelques cours de coaching. Mais moi, c'est au-delà de tout ça parce que ça m'a appris à mieux écouter, notamment mon équipe, notamment mon entourage, et à ne pas juger trop facilement et surtout ne pas apporter les réponses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le questionnement et la maïotique, ben, quand on vient me voir pour me dire j'ai ce problème, je dis et alors qu'est-ce que tu penses faire? Auparavant, je disais, bah, tu fais ça, 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 et ça va aller. Donc voilà, ça m'a permis quand même à me mettre un peu en situation, en méta, à écouter, à prendre du recul. Et avant de vous quitter, je voudrais juste dédier une partie et partager mon certificat avec ma meilleure amie dans la salle, Madame Wafa Chafi, et avec ma fille, Zino Brada. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Voilà. Alors, c'est ma meilleure amie, c'est ma princesse. Et puis parce que tout simplement, durant cette année de coaching, ça n'a pas été facile pour moi pour les contraintes professionnelles et familiales que j'ai, mais elles ont toujours été là pour me soutenir et pour me dire « Zina, maman, vas-y, tu vas y arriver ». Et ma meilleure amie pour me dire « Tu ne peux qu'y arriver ». Voilà, bonne soirée. Cette fois-ci, c'est un coach qui est artiste en même temps. J'aurais tant souhaité à ce que ces instruments de musique soient là, il aurait fait un tabac dans la salle et ça va être Mohsin qui va lui remettre son diplôme. Si tu veux bien partager ton émotion de l'instant avec le public. Je suis très content, heureux d'avoir fait ce pas, ce premier pas vers le monde du coaching. Voilà. J'invite notre consoeur Hayat Saïdi Rifi et c'est son mari, Siabla Hama, qui va lui remettre. Je vous confie le micro et le Merci. Écoutez, je voudrais remercier Hayat, ma femme, de m'avoir invité donc, à lui remettre ce diplôme et par la même occasion, bien sûr, de m'avoir permis de prendre part à cette agréable rencontre avec vous. Et comme disait monsieur, je dois dire qu'on apprend même en si peu de temps. J'ai appris pas mal de choses et je suis très très content d'être parmi vous ce soir. Moi-même, je suis de l'entreprise, je suis de formation ingénieur, j'ai fait beaucoup de métiers dans différentes entreprises et j'ai vu pas mal de formations, aussi des formations de coaching pour mon personnel. Et sincèrement, je félicite toute l'équipe et les gens qui ont participé à ces formations-là. Et je souhaite vraiment plein succès au nouveau lauréat de ces formations-là. À ma femme, j'ai posé beaucoup de questions pendant sa formation sur le coaching et je crois qu'il a répondu à chaque fois. Et j'ai vu d'ailleurs, j'ai constaté, je dois vous dire, j'ai constaté par rapport à ses objectifs, j'ai constaté beaucoup d'améliorations et de résultats. Donc, je suis témoin, la mission est remplie, accomplie. Voilà, je vous pose la même question. Quel est ton sentiment en recevant ce diplôme? D'abord le diplôme et la photo avec mon mari, c'est pas mal. Et mademoiselle, la photo. Elle est artiste.
Il y a plus de flash. Bon, c'est pas grave. Non, il y a encore pardon. Je voulais te remercier, si tu parles pas. Je te remercie vraiment pour ce que tu as dit à l'instant. Et puis, vraiment, c'est vrai que je partais le samedi et je restais pas à la maison. Normalement, ils travaillent très dur, donc le week-end, on était censés le passer ensemble. Mais à chaque fois, je me préparais. Je vais aller faire du coaching. Tu vas faire du coaching, pourquoi? Mais ça sert à quoi ce coaching? Tu es bien, tu es artiste. Alors, mais je dis, mais finalement, à chaque fois, il y avait des changements, il y avait des surprises. Et puis moi, je me sentais vraiment bien. J'étais à l'aise dans ce que je faisais, j'apprenais régulièrement, et puis le contact avec les amis, c'était super. Sollicité pour remettre le prix à Thierry Souad Bichard. Ça ou pas? Je remercie la Route Académie, toute l'équipe, Mohsin, Haji, Christian et toute l'équipe. Je remercie mes pères, avec qui nous avons fait 2 années de voyage ensemble, et on continue encore. Et puis je remercie mes clients que je grandis avec. Merci. Et je remercie bien sûr ma fille. C'était une surprise, bien sûr. C'était une surprise pour elle parce qu'il venait d'Espagne, il vient d'arriver. Et puis je remercie ma femme qui s'est présente et mon fils Nizar. Vous aurez constaté que le coaching a le pouvoir de bonifier les couples, de raccommoder les familles, de donner du sens au travail. C'est incroyable, non? Voilà. Alors il y a un deuxième Abdelatif, Izem, homme cocasse, chaleureux, truculent, jovial, un acteur, un homme heureux. Et il a choisi bien évidemment l'immense Mohsin Ayouch pour lui remettre son certificat, son diplôme. Oui, ça peut le remettre. Une question. Juste un partage. Nous avons tous les deux suivi un merveilleux chemin. Bien avant, pendant et bien sûr après coaching. Je voulais partager ça avec toi. C'est toujours un plaisir, un honneur justement de voir ce diplôme remis par mon cher ami Mohsin, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Tant, comme il l'a dit, au niveau professionnel, au niveau de l'apprentissage. Pour moi, c'était une aventure, plein d'enseignements. Et pour ceux qui sont dans la salle, qui se posent la question de savoir s'il faut, si ça vaut le coup d'aller dans cette aventure, allez-y. Merci. Vous aurez remarqué à quel point également il y a de magnifiques amitiés qui naissent dans les formations coaching. Je dirais que pour ma part, ça fait 10 ans l'année prochaine à Bruxelles qu'on a créé l'académie. C'est peut-être la denrée la plus belle qu'on a pu voir se déployer. C'est cette amitié qui finalement ressemble très fort à ce que les Tibétains et bien d'autres appellent l'amitié spirituelle. Une sorte de désintéressement généreux qui est très profond et qui donne une autre texture au lien humain. Raja Magou est-elle là? Raja, qui a un mari, Jawad Jalal. Ça, c'est un nom de scène. Il est là? Oui. Jawad Jalal, c'est un vrai nom de scène. Voilà. J'ai appris que tu étais marié pendant la formation, si mes souvenirs sont bons. Donc, il y a des couples qui se forment. Et j'ai vu la métamorphose de cette femme. Je vous assure que ce fut un vrai bonheur, parce que moi, je ne viens ici que 2 fois par an, pendant mes vacances. Et c'est un vrai bonheur, donc j'ai l'impression d'être un maire ici. Et donc, quelque part, voilà, je suis très heureux pour vous, je vous félicite aussi, et je vous prie, monsieur, de remettre ce diplôme à votre épouse et de lui poser une question. C'est avec joie. Merci Christian, merci Jawad. Moi je ne peux que remercier Mohsin, la HAMAC, le groupe de pères qui m'ont permis, avec Christian, une seconde naissance. J'ai vraiment l'impression de renaître et de repartir comme un papillon, comme tu as dit, qui a éclos avec de nouvelles ailes, plein de zénitudes sur le papillon. Merci. Merci surtout à mes amis au groupe de pères.
Et nous avons terminé avant le cocktail dînatoire et la déclusion, parce qu'il y a des déclusions au Maroc extraordinaires. J'ai l'honneur d'appeler Omar ou Creed. Omar est quelqu'un de très bien parce que nous avons une merveilleuse amie en commun, c'est Khadija, grâce à qui je suis ici avec vous ce soir. Et Omar, qui est un homme très sympathique, a demandé à son garçon, Othman, ou Creed, où il est Othman, il a demandé à son fils de lui remettre ce très beau diplôme. Omar, moi j'ai une petite question à te poser. Que vas-tu devenir maintenant? Il va te dire un petit mot, puis tu as le temps de réfléchir. Eh ben, je te souhaite une bonne continuation et que tout le monde continue jusqu'à la professionnalisation et voilà ton diplôme. Oui, merci. Othman, en fait, j'ai tenu à ce que Othman me remette mon diplôme. Pourquoi? Parce que hier, il m'a invité à la remise de son diplôme à lui. Il a eu le premier prix de la compétition Rallye Lecture. Et donc, je voulais l'inviter pour lui montrer en fait que ça ne finit jamais et que même à mon âge avancé, on continue à étudier. Qu'est-ce que je deviens maintenant? Ah, dès ce soir, je deviens encore plus heureux. Et mon voyage intérieur continuera encore plus. Bravo. Avant de laisser la parole à Mohessine pour la déclusion, c'est un terme que j'ai appris ici à Casablanca. J'aimerais, mais vraiment, que du fond de vos tripes et votre cœur, vous applaudissiez Mohessine pour cette merveilleuse aventure de BMH Coach. Amigo, une grande rencontre. Sûrement, qui va continuer. Voilà, Oui, c'est bon. Voilà, on va proposer en fait de faire la déclusion. Donc en fait, j'invite tout le monde à se lever et faire un petit tour pour vraiment déclusionner. Voilà, c'est aussi ça le coaching, donc allez, si vous voulez bien. Et je demande en fait le jeu final qui va se passer. Donc je vous invite à vous rasseoir s'il vous plaît, si vous le voulez bien. Alors le jeu final, c'est, vous avez tous des petits papiers sur vos chaises. On vous demande, on souhaite que vous mettiez une phrase que vous avez retenue de cette soirée, une phrase que vous avez retenue du coaching, ou ce que vous voulez. Ensuite, un livre de la hamac, le collector, vous sera remis en échange, et à vous de choisir si vous voulez partager votre phrase ou votre mot avec nous ou pas. Voilà. Et, et ceux qui n'ont pas de papier, ils peuvent venir le récupérer ou bien on peut le rapporter. Alors pour plus d'innovation et de créativité, vous pouvez aussi faire un petit dessin, si vous le souhaitez, ou un symbole. Donc ce que vous voulez, ce que vous avez retenu, vous le gardez. Vous le gardez, c'est à vous. Alors, le livre est à l'extérieur et ça sera la valeur d'échange. Donc, à l'extérieur, vous donnez votre petit mot et vous recevez votre livre. C'est bon? Est-ce que quelqu'un a une envie? Je ne veux pas qu'il y ait de frustration. Je sais qu'il y a eu des animateurs, nous les lauréats, on a tous parlé. Il y a eu des gens peut-être dans la salle qui étaient là
et qui avait envie de dire quelque chose et on ne leur a pas donné l'occasion. Et bien là voilà, ceux d'entre vous, ou celles d'entre vous, qui ont envie de lire le petit mot qu'ils viennent d'écrire, ou autre chose. Marhaba. Bonsoir. Je vais vous faire une confidence. J'ai connu un homme qui s'appelle Aïouch, qui a 31 ans, c'est bien ça. Il était très jeune. Et on avait besoin pour une association professionnelle d'un cadre jeune, intelligent, performant. Aïouch s'est présenté. Il avait un seul défaut. C'est qu'il faisait des fugues tous les 2 ans. Et quand on s'est renseigné, soit qu'il était à Kilitra, soit qu'il était à Arcachon. Et je vous avoue que je le retrouvais avec plaisir. Pourquoi? C'est parce que c'est un homme qui recèle d'intelligence, de force, de dynamisme. Et aujourd'hui, je me rends compte que moi-même, il y a 30 ans, j'étais un coach, parce que j'avais trouvé le meilleur. Alors moi je confirme ce que dit Abdelrahim, puisque j'ai connu ici exactement à la même époque, à la CGM. J'ajouterai simplement qu'un jour, en sortie d'une réunion de la CGM, on était dans une conférence dans un hôtel, et il m'a dit, où est-ce que tu as disparu? Je lui ai dit, je fais une formation de coaching, et je suis sûr que tu es un bon profil pour faire ça. Il m'a dit, c'est vrai? Je lui ai dit oui. Et il s'est lancé dans le coaching le lendemain, je crois. Alors, ma petite phrase, c'est Ana tanhmaq la hamak. Alors, bonsoir. Moi, je suis le B de BMH. Je tiens à féliciter et vraiment bravo pour Mohsin Houria. Depuis tout à l'heure, je regardais le BMH. Donc, BMH, c'est Bouchra Mohsin Houria. Et je me suis dit, je vais trouver une autre signification. Donc, au BMH, on va trouver le B, c'est du bonheur, M, c'est meilleur, et le H, c'est Houria, c'est la liberté. Voilà. Quelqu'un d'autre voudrait... Bonsoir tout le monde. En fait, moi, ma petite phrase est de Salvador Dali. J'ai assis la laideur sur mes genoux et je m'en suis presque aussitôt lassée. En fait, on se lasse de tout, sauf du beau. Et le coaching, pour moi, c'est vraiment la recherche du beau en soi. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre? Alors, deux phrases. La première que j'ai retenue, c'est que le coaching, c'est d'abord une démarche qui doit être volontaire et non pas imposée, parce qu'il est important que la personne qui va y prendre part le décide elle-même. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Et une deuxième phrase que j'ai bien appréciée, le coaching, comme pour les avocats et les médecins, sont lots d'abrutis. Et je pense qu'ils sont pas dans cette Moi, j'ai compté, à tout hasard comme ça, j'ai trouvé qu'il y a au moins 8 lauréats dans cette salle que je connais, que ce sont des amis et qui sont aujourd'hui des coachs. Et à eux, et à elles aussi, je voudrais poser cette question et aussi aux formateurs coachs, puisque j'ai eu ce privilège d'être aussi coachée par mes amis. J'ai envie de leur poser cette question. Quelle est la priorité dans la gestion des priorités des coachs dans son exercice de coaching? Parce qu'ils m'en ont beaucoup parlé. أنا كنت واحد النهار في العشية جالسة كنلعب في فيسبوك ولقى معاش كوتش كذا حرية. Alors كتب ليها كنقول لها كي دايره هاد البنات شكون هما ليها اسكي سون سيريو واش بغيتيني فعلا نمشيو والو سيلونس كومبلي كنرجع لو لوندومان عاوتاني كنكتب له السؤال والو هز التليفون ودرت مع السيريو قلت له انا بغيت نجيب داكشي بدينا كنتراسلو انا وياه وجاني شويه الثمن غالي قلت حسبت فلوسي وداكشي قلت له عرفتي قلت لي شويه وملي يكونوا يتغداو الناس
انا ما ناكلش غنجيب الساندويتش معايا. هو قال لي انت الله يهديك واش غير انت اللي غادي تقهي لنا. فعلا مشيت عنده دار لي لونتروتيان، كنت خايفه جايين في التخان، خايفه ما يقبلنيش، عندك يقبلني ملي جلسنا دوك اخت في الدار غنلبس مزيان وقال داكشي باش يقبلني. Vous savez, tous on porte des masques. Alors je portais le masque de كذا كذا. ايوا هذا ودا لي واحد التويمن قال لي عرفتي هذا. المهم بسلت عليه شويه ولكن كنطلب منه قدام الجميع انه يسمح لي وان الحياه ماشيه واننا كنوقفوا مره في الحياه، ولكن المهم هو ان داكشي اللي بنيناه كيبقى دائما والحياه كتستمر. شكرا. Bonsoir tout le monde, Rachid Faik et je suis de la promotion de cette année, on est en cours de formation. Je tenais au nom de tout notre groupe. Salut chef. Comment il disait? C'est catastrophique. C'est terrible. Ouais, c'est ça. Donc au nom de tout notre groupe, je tenais à féliciter tous les lauréats. Bon, félicitations, bravo. Merci de nous avoir invités à cette cérémonie, on a partagé votre émotion et on voit un peu notre devenir, hein, tout ce qu'on a à vivre en temps d'échange et d'émotion, etc. Et puis aussi je voulais remercier à notre dos tous les gens qui sont derrière toutes ces aventures, Simon Sinayouch, les formateurs, et puis on compte beaucoup sur ceux qui sont devant nous pour qu'ils nous soutiennent et nous encadrent aussi. Bravo et bonne continuation. Alors, une avant-dernière intervention. Rebonsoir. Écoutez, je suis journaliste. Là, ce soir, je suis venue avec pas mal de préjugés. Ce soir, je sors avec ma phrase. C'est une phrase qui a des siècles et des siècles, mais qui est toujours d'actualité. Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où aller. J'ai l'impression que vos lauréats savent où aller. La seule chose que je leur souhaite, c'est bon vent. Voilà. Merci. C'est bon, Bati? C'est bon? Bien, alors je vais reprendre la phrase de Christian. Un bon coach est un coach mort. Sauf que nous, on va vivre encore. Alors, je vous invite donc à déposer vos petits papiers à la réception et prenez votre livre. Et on vous invite à un petit cocktail pour fêter un petit peu notre rencontre. Et merci à toutes et à tous.